Le grand siège de Malte. Si on le surnomme donc grand siège de Malte, c'est que c'est l'un des plus grands et des plus célèbres sièges de toute l'histoire. Quoique vous me direz, je ne traite pas non plus d'événements anodins. Il est très important dans l'histoire de l'Empire ottoman et également pour l'histoire de son expansion en Méditerranée. Il va se dérouler du 18 mai au 11 septembre 1565 et va donc opposer les forces ottomanes aux chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les Hospitaliers. Et comme d'habitude, du contexte. Même si là, excusez-moi, il va y en avoir un peu plus que d'habitude. Donc, comme nous l'avions vu, les Ottomans ont chassé en 1522 les Hospitaliers de l'île de Rhodes. Ce fut l'un des premiers grands succès de Soliman le Magnifique. Après une période d'errance, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi d'Espagne, et d'autres titres à rallonge dont je ne ferai pas l'étalage, va offrir à cet ordre une nouvelle base en Méditerranée, l'île de Malte, afin de lutter contre la montée de la puissance ottomane dans cette mer. Également donc pour lutter contre la piraterie et les corsaires qui commencent à pulluler en Méditerranée, qui ne sont pas seulement ottomans d'ailleurs, d'autres sont berbères. Également, on a d'autres populations qui sont représentées, même si la majorité sont à la botte des Ottomans. Après donc leur installation, les Hospitaliers vont commencer, comme lorsqu'ils étaient installés à Malte, une guerre de course face aux Ottomans. C'est-à-dire qu'on va avoir des corsaires hospitaliers qui vont sillonner la Méditerranée à la recherche de navires marchands, même de navires de guerre ottomans, qui vont les attaquer, récupérer leurs richesses ou alors les capturer, voire même les couler. Bref, ça va faire une grosse épine dans le pied pour les Ottomans, dont leur commerce est extrêmement perturbé. De plus, les Espagnols se servent de ce nouvel allié en Méditerranée pour asseoir leur contrôle déjà grand sur cette mer, notamment en entreprenant quelques sièges. Mais cette influence est mise à mal par les Ottomans, où les frères Harouch, donc le fameux Barberousse, opèrent une reconquête de certains territoires, la régence d'Alger, Tunis, la Libye, etc., etc. Et d'ailleurs pas que, d'autres corsaires les accompagnent dans tous ces projets. Malte prend alors toute sa valeur stratégique pour la protection des intérêts espagnols en Méditerranée. Les Hospitaliers commencent alors également à renforcer les défenses de leur île en vue d'un éventuel siège, conscients que leurs petites affaires commencent à quelque peu irriter le pouvoir ottoman. Maintenant, rentrons plus en détail dans cette lutte pour le contrôle de la Méditerranée. Comme nous l'avions dit, les Hospitaliers participent énormément à la guerre de course contre les navires et marchands ottomans et participent également à la prise de forteresses stratégiques pour le contrôle de la Méditerranée, comme celle de Tunis en 1535. Les Ottomans, de leur côté, font également la même chose, en employant des corsaires, des pirates, diront certaines mauvaises langues, pour simplement contrer toutes ces tentatives de déstabilisation de leur pouvoir et de leur contrôle dans cette mer. Et également, comme je l'avais dit, certains corsaires participent à la reconquête de certaines forteresses. Cela permet donc de rapporter énormément d'argent aux Hospitaliers, toute cette guerre de course, ce qui leur permet de renforcer les défenses de Malte. Mais les prises hospitalières commencent de plus en plus à énerver le pouvoir ottoman, qui en représailles d'ailleurs
dévastent l'île en 1551 et reprennent Tunis la même année. En 1564, après des années de guerre de course, montrant finalement la supériorité ottomane sur mer, les hospitaliers attaquent une caraque. Alors une caraque, c'est un peu l'équivalent des galions du siècle d'après. Disons que c'est leurs ancêtres. Et cette caraque ottomane est donc remplie de trésors à l'intention des proches de Soliman. Cela finalement convainc le sultan d'envahir l'île, car perdre quelques navires, quelques galères, des fois, ce n'est pas non plus extrêmement grave, mais perdre une partie du trésor du sultanat et surtout se faire constamment attaquer sur toutes les routes commerciales, ça nuit tout simplement à l'économie. Et les Ottomans en ont marre. Même si la prise de Malte risque d'être plus difficile que prévu. D'une part, les installations de l'ordre ont été grandement renforcées depuis quelques années. Elles sont principalement présentes dans le nord de l'île, dans ce que l'on appelle aujourd'hui La Valette, la capitale de l'île de Malte. Mais par manque de fonds, malgré les quelques prises alléchantes que peuvent faire les hospitaliers en Méditerranée, ils ne parviennent pas non plus à énormément fortifier leur île. Et au final, ils n'arrivent qu'à fortifier toute la péninsule et les presqu'îles du nord. Mais en 1540, de grands travaux sont entrepris par l'ordre afin de renforcer la péninsule de Birgu, qui sera très important durant le siège. Deux autres forts sont également construits au nord, en plus du fort Saint-Ange, qui était déjà présent avant l'arrivée de l'ordre, afin de surtout protéger le port d'une éventuelle incursion ottomane ou même d'un blocus. De plus, dû au raid du corsaire Drahout en 1551 que nous avions vu précédemment, une autre campagne de fortification est entreprise, même si elle n'envisage pas d'installation à long terme sur l'île pour l'ordre, étant donné que la majorité des grands maîtres et des chevaliers ont encore en tête leur doux rêve de retrouver leur base qu'ils avaient si bien fortifiée et si bien chouchoutée, on peut dire, à Rhodes, et afin de potentiellement, pourquoi pas, reprendre la Terre Sainte un jour. Bref, les hospitaliers fortifient leur île, leur nouvelle base, mais pas non plus énormément. Mais au final, outre la prise de la caraque, qu'est-ce qui véritablement décide le sultan ottoman d'aller s'emparer de cette île? Donc déjà, cette fameuse prise d'une caraque ottomane avec en plus du trésor des représentants importants de la Sublime Porte crée des demandes des différents membres de cette cour afin de se débarrasser de cette épine dans le pied et de débarrasser la Méditerranée de ces pirates chrétiens qui ne font que perturber le commerce. De plus, il faut rajouter la place stratégique de Malte en Méditerranée, en plein au centre de cette mer avec un grand port et parfait également pour une éventuelle attaque et conquête de l'Italie et du sud de la Méditerranée. Je le rappelle que les Ottomans se voient toujours en héritier de l'Empire romain et que donc pour eux prendre Rome un jour c'est pas déconnant. De plus que certes Vienne a été un coup d'arrêt, mais les Ottomans restent maîtres quoi qu'il arrive à peu près partout. Également, en conséquence, un premier conseil de guerre est tenu en 1564 afin de préparer une éventuelle attaque de Malte.
On y expose toutes les difficultés d'un siège. Sur des terres arides ayant peu de ressources, peu de nourriture, loin des côtes et des bases ottomanes, et qui, en plus, est balayé 6 mois de l'année par de grosses tempêtes balayant la Méditerranée à l'automne. Ce qui fait que la logistique est extrêmement difficile, donc forcément, et que si les Ottomans veulent effectuer un siège de l'île, ils sont obligés de le faire dans un intervalle réduit de 6 mois, ce qui est peut-être peu pour prendre une telle forteresse. Mais, comme je l'ai dit, dû à sa place stratégique et aux opportunités données par sa prise, finissent de convaincre Soliman et les chefs de la marine et de l'armée pour une conquête de l'île. C'est ainsi que la même année, les préparatifs commencent donc. L'armée ottomane, après la décision prise d'envahir l'île, est rassemblée. Elle est dirigée par le général en chef des armées de terre ottomanes, Mustafa Pacha, et l'amiral Piyale Pacha. Elle est rassemblée, pareil, fin 1864, début 1865, à Constantinople. Chacun de ces deux chefs de l'armée va diriger un aspect de sa campagne. Mustapha pour la campagne terrestre et Piyale pour la campagne maritime. 30 000 soldats sont rassemblés donc à l'hiver 1564-1565. Faible armée, due aux difficultés posées par le ravitaillement d'une force trop importante sur l'île, mais également due aux faibles défenses présumées par les Ottomans de l'île. Mais c'est peut-être pas beaucoup d'hommes, mais il s'agit de l'élite de l'armée ottomane. Parmi ces soldats, on compte 6000 janissaires et 9000 sipahis, la cavalerie d'élite de l'Empire ottoman. Des généraux et officiers d'expérience sont également rassemblés pour diriger cette armée, notamment le pirate Rahut, qui avait déjà mené une opération de raid sur l'île en 1551, comme nous l'avions vu, et qui donc connaît mieux les défenses et les alentours que Mustapha ou Piyale. Mais tout cela montre et va causer d'énormes problèmes à l'armée ottomane durant le siège, étant donné que d'une part le grand nombre de commandants hauts en couleur et extrêmement expérimentés rend difficile une prise de décision rapide durant le siège. Toujours, arrêté par de longues et interminables conseils de guerre qui au final, à part diviser les chefs, ne font rien de plus. Également, une armada est rassemblée afin de faire le blocus de l'île et de transporter l'armée. 200 navires sont rassemblés à Constantinople. L'armée et l'armada sont prêtes en avril 1565 et quittent la capitale pour assiéger Malte. Mais de leur côté, les Hospitaliers ne sont pas en reste. Suite aux préparatifs du siège menés par les Ottomans, les ambassadeurs européens à la Sublime Porte préviennent leurs souverains respectifs qu'une éventuelle invasion ottomane est en préparation et que selon les rumeurs, elle serait destinée pour Malte. Les souverains, notamment espagnols et français, alertent alors le grand maître Jean de Valette qu'un éventuel siège ottoman est pour sa pomme, et en plus dans les semaines à venir. Alors, on renforce les fortifications, et on rappelle tous les chevaliers dispersés dans les différentes commanderies d'Europe. On accumule des vivres pour un long siège au fort Saint-Ange. On détruit ensuite les rares récoltes de l'île, et on empoisonne les puits. Rien ne doit être laissé aux forces ottomanes.
Mais certaines fortifications restent tout de même encore très faibles, constituées de levées de terre des fois. Une certaine partie de la défense, notamment à Mdina, est confiée à des miliciens maltais. Également, à ce même endroit, les hospitaliers y conservent toute leur cavalerie, afin de pouvoir raider et piller les convois d'approvisionnement turcs et de rendre la vie impossible aux assiégeants. Au final, les forces hospitalières rassemblées par le grand maître Jean de Valette sont constituées de 600 chevaliers, 1200 mercenaires italiens et espagnols et 3000 à 4000 miliciens maltais. Au total, on est sur une force qui va de 6000 à 9000 hommes, si on y rajoute en plus les esclaves des galères et les résidents grecs de l'île qui sont également enrôlés dans les milices maltaises. Également, Jean de Valette commence à faire des coups diplomatiques afin de ramener le maximum de renforts pour défendre son île. Il tente d'appeler à l'aide énormément de souverains européens, mais c'est un échec lamentable. Personne ne s'intéresse à la défense de l'île et encore moins au destin des pauvres hospitaliers qui vont la défendre. Malgré tout, il y a des exceptions. Le pape fait parvenir une aide financière, mais pas militaire, et 25 000 hommes de renfort sont promis par Philippe II d'Espagne, venant de la vice-royauté de Sicile. C'est après tous ces préparatifs, aussi bien du côté ottoman qu'hospitalier, que peut enfin commencer le siège. Le 18 mai, les premières galères de reconnaissance ottomane arrivent en vue de l'île. L'alerte est lancée par Jean de Valette. Le siège commence. Et cette missive est envoyée à tous les rois européens, afin qu'éventuellement les rares ayant encore une petite conscience lui fassent parvenir des renforts en urgence. Du 18 au 19, on observe donc le débarquement des troupes ottomanes, qui sont attaquées par des troupes de reconnaissance hospitalière. Mais ces attaques sont vaines. Alors, du côté hospitalier, sachant très bien qu'on ne pourra pas directement repousser les Ottomans à la mer, on se prépare pour un long siège. Et on barre la crique où se trouvent les galères par une chaîne allant du fort Saint-Ange à Sengléa, un peu comme durant le siège de Constantinople. Les 30 000 Ottomans alors débarqués se rendent totalement maîtres du sud de l'île et s'installent sur les hauteurs qui dominent la baie de Marsa, où il y a aujourd'hui la Valette. Ils mettent d'abord le siège devant la péninsule et la ville de Birgu. Le 21 mai, un premier assaut est tenté, mais se finit par un échec, par les Ottomans qui se font écraser par les chevaliers de langue castillane. Le 22, le conseil de guerre turc se dispute alors sur la conduite à suivre. Finalement, c'est Piyale, le chef de la flotte, qui l'emporte, et on décide d'axer l'attention sur le fort Saint-Elme. Sa prise permettrait de lancer des assauts sur Birgu et de protéger la flotte de la météo méditerranéenne. Les hospitaliers profitent de ce léger temps de répit pour fortifier Birgu et Sengléa, pendant que les forces ottomanes déplacent leur artillerie, leur batterie vers le fort Saint-Elme. On décide alors de renforcer également la garnison de cette forteresse. 300 hommes sont déjà présents et on la renforce par la présence de 70 chevaliers et de 200 enrôlés dans les milices maltaises. On renforce également à la va-vite les fortifications par des plateformes qui pourraient être vues comme des prémices des fortifications à la Vauban, en étoile. Une réponse vient également à ce moment-là
du vice-roi de Sicile, aux ordres de Philippe II d'Espagne, mais qui sont plutôt mauvaises. Effectivement, il a besoin de temps pour rassembler ses forces, et également, ayant peur de se faire assaillir par la flotte ottomane, il ne veut pas non plus risquer trop gros et mettre totalement ses forces dans la balance. Il décide donc, en conséquence, d'en garder quelques-unes pour défendre la Sicile. Le 24 mai, les bombardements commencent sur le fort Saint-Elme. Des renforts arrivent alors de chaque côté, que ce soit pour les Ottomans ou pour les Hospitaliers. Du côté ottoman, c'est surtout l'arrivée de Drahout qui change la donne. Effectivement, il récupère, disons, la primauté du commandement sur tous ses homologues, que ce soit Mustapha Pacha ou Piyale. Et il désapprouve la stratégie en soulignant tout simplement le harcèlement des cavaliers de Mdina, et qui donc, il aurait d'abord fallu faire taire cette base hospitalière pour ensuite se concentrer sur d'autres objectifs. Mais l'attaque étant déjà bien entamée, il accepte de la continuer. Mais également, il décide une autre mesure. Il fait couper totalement les communications entre Birgou et Saint-Elme, en tout cas le jour. Le 3 juin, les janissaires s'emparent d'une fortification protégeant l'entrée du fort Saint-Elme et manquent de pénétrer dedans. Mais les assauts des jours suivants sont repoussés avec de lourdes pertes pour les Ottomans. Des renforts sont de plus en plus acheminés vers le fort, mais cette fois la nuit. Le 7 juin, après de nouveaux assauts, une ambassade demande l'évacuation du fort au grand maître Jean de Valette. Et après l'évacuation, de le faire sauter, histoire que les Ottomans ne profitent pas de cette position défensive. Ils refusent leur demande et leur demandent d'encore résister. Malgré tout, le désespoir commence à se faire sentir. Mais après un nouveau renforcement et une lettre motivante du grand maître, les défenseurs se décident à résister jusqu'au bout. Le 10 juin, après l'arrivée de renforts venant de Syracuse, donc du vice-roi de Sicile, Drahout décide cette fois d'encore plus resserrer le siège et bloque totalement toute arrivée de renforts, même la nuit. Dans la nuit du 10 au 11 juin, un assaut est encore lancé sur le fort, mais il est encore repoussé par les Hospitaliers, qui tiennent bon. D'autres assauts sont tentés les jours suivants, mais échouent, eux encore. Le 17 juin, après un nouveau conseil de guerre, les Ottomans coupent et isolent définitivement le fort de tout renfort, car même si le blocus était resserré, les Hospitaliers arrivaient tout de même à faire passer quelques renforts, moins qu'avant, mais tout de même des renforts. Et en plus, les Ottomans décident de continuer et même d'accentuer le pilonnage du fort. Le 18 juin, après de nouveaux préparatifs, Drahout est mortellement blessé par un obus tiré du fort Saint-Elme. L'un des seuls chefs qui arrivait à unir tout le commandement ottoman est mort. Après ça, ça ne va plus être comme avant. Le 21 juin, des janissaires s'emparent d'une nouvelle fortification et parviennent à prendre les assiégés par derrière. Le 22 juin, un nouvel assaut est repoussé, avec cette fois de lourdes pertes des deux côtés. Mais des galères ottomanes parviennent à s'infiltrer dans la rade en face du fort Saint-Elme et donc, en quelque sorte, remplissent l'objectif initial de pouvoir cacher la flotte et la protéger de la météo méditerranéenne. Le 23, un ultime assaut est fait. Et cette fois, malgré une défense acharnée, des combats sanglants et de lourdes pertes, le fort tombe. Sur les murailles, par un feu,
on annonce la chute du fort. Tous les prisonniers hospitaliers sont décapités et on fait mettre leur tête sur des pics juste en face de Birgu. Alors, lorsque le fort Saint-Elme est pris, entre le 24 juin et le 4 juillet, les Ottomans rapatrient l'ensemble de leur artillerie et de leurs forces vers les deux péninsules de Senglea et de Birgu. Les Hospitaliers ont pu profiter du siège de Saint-Elme pour renforcer leur défense, et ils ont encore beaucoup de vivres et beaucoup de ressources. Le 29 juin, les premiers renforts de Sicile viennent également et entrent dans Birgu. Le 30 juin, une réédition est demandée par Mustapha Pacha, le nouveau chef ottoman, mais qui est refusée par De Valette. C'est ainsi que se termine la première partie de ce siège. Nous laissons donc les Ottomans face à une situation extrêmement bonne et nous verrons bien comment s'en sortiront les Hospitaliers si, avec leur courage et leur ténacité, ils arriveront à tenir tête aux Ottomans. Et bien voilà qui conclut cette première partie du grand siège de Malte. Je me suis aperçu au dernier moment que ça allait être un peu long et donc pour rendre ça plus digeste, j'ai décidé de le couper en deux parties. J'espère que malgré tout, je vous coupe au bon moment. La suite arrivera la semaine prochaine et on finira enfin cette série sur l'âge d'or ottoman. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu votre dose d'épicness pour la semaine. Et je vous dis à la prochaine pour la fin de ce grand siège.